Pissing off the neighbors since 1946. Comprenez en français, énerver les voisins depuis 1946. Voilà une phrase qui résume bien une marque à l'image de son créateur, un créateur légendaire et une marque puissante, parfois rebelle, la marque d'enceinte Klipsch. Alors je sais que parmi vous qui nous écoutez, il y a de nombreux passionnés de musique, d'audio et de hi-fi. Alors forcément, le nom de Klipsch doit vous parler. Et d'ailleurs, Klipsch, c'est plus qu'un nom, puisque c'est toute une philosophie insufflée par son créateur, Paul Wilbur Klipsch. Et il avait un but, il voulait ramener l'émotion du live dans nos salons. Et vous allez voir que cet ingénieur en acoustique, Paul Klipsch, était un sacré personnage. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. www.lafabriqueaudio.com. Salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de La Petite Histoire. Je suis Florent Mounier, c'est moi qui vais vous narrer l'histoire de la marque Klipsch et de son inventeur légendaire. Et c'est Sébastien Girard qui a écrit et mixé cet épisode. Et je peux vous dire que Sébastien, qui est un passionné de son, il a pris un grand plaisir à se plonger dans l'histoire d'une marque qu'il affectionne particulièrement. Alors avant de commencer, on tient à remercier la marque Klipsch qui nous fait confiance pour cet épisode en collaboration. Et merci à vous d'être de plus en plus nombreux à nous suivre sur toutes les plateformes de podcast, puisque vous êtes 100 000 chaque mois à écouter La Petite Histoire. Allez, sans plus attendre, on part aux États-Unis à la rencontre de la famille Klipsch. Ah ouais. Quelle histoire, ça aussi. Paul Wilbur Klipsch. Il est né le 9 mars 1904 à Elkhart, dans l'Indiana. C'est dans cet état que Paul grandit avant de partir pour le Nouveau-Mexique. Là-bas, il obtient son diplôme d'études secondaires à El Paso High School en 1922. Paul poursuit ensuite des études en ingénierie électrique au New Mexico Agriculture and Mechanical College. Et il en sort diplômé, nous sommes en 1926. Alors vous allez me demander quand est-ce qu'est née sa passion pour le son. Eh bien, je peux d'ores et déjà vous dire que cette passion, elle est arrivée très tôt dans sa vie. En effet, rapidement, Paul va se mettre à la musique en jouant du cornet à piston dans une fanfare. Il s'agit de la fanfare de l'université au Nouveau-Mexique. Ça, c'est pour le côté mélomane. Mais il faut aussi que je vous parle de son côté bricoleur. En effet, Paul, il a depuis toujours une certaine attirance pour l'électronique. À 18 ans, Paul fabrique même sa propre radio, son transistor à lui, sans l'aide de personne. Un beau transistor bien robuste. Les années ont passé et Paul a obtenu son diplôme d'ingénieur. Il vient d'entamer une carrière chez General Electric et il prend un poste qui l'emmène jusqu'au Chili. Sa mission ? Eh bien, il va devoir s'occuper de l'entretien de locomotives électriques. Paul va rester en Amérique du Sud quelques années avec sa femme, puis il décide de rentrer au pays en 1931. La parenthèse avec l'Amérique du Sud étant refermée, le retour aux États-Unis se fait, mais ce retour n'est pas facile parce que, à peine arrivé, Paul apprend que la banque dans laquelle il a placé toutes ses économies vient de fermer. Ah, ça c'est la tuile. Vous avez vite compris que financièrement, ça change beaucoup de choses pour Paul, car qui dit banque fermée, dit économie envolée. Alors on est tous d'accord pour dire que si ça vous arrive à vous ou à moi, on va vraiment mal vivre la situation. Mais Paul n'est pas homme à se laisser abattre. Et il choisit donc de prendre ce fâcheux incident avec détachement. Il se dit, je cite, que ce qui est fait et qu'on ne peut plus rien y faire. Eh bien, je peux vous assurer que cette philosophie ne l'a en fait jamais quitté par la suite. C'est une philosophie qui l'a accompagné toute sa vie pour, je cite, éviter de se faire des ulcères. Et entre nous, Paul, il avait déjà tout compris. Nous sommes le 1er janvier 1932 et Paul et sa femme, Eva Bell, viennent de s'installer à Palo Alto, en Californie. Paul a même repris ses études en génie électrique. Un jour, l'un de ses collègues, un étudiant, fait une remarque. Et son propos, Paul va le retenir. En effet, son collègue lui fait observer que si on met des enceintes dans le coin d'une pièce, le son est meilleur. Cette remarque peut sembler anodine, comme ça, pourtant elle ne le sera pas pour Paul, qui va créer dans quelque temps les fameuses Klipschhorn, des enceintes d'angle. En 1934, Paul sort diplômé en ingénierie électrique. Sésame en poche, Paul pense d'abord à une carrière d'enseignant. Mais il change très vite son fusil d'épaule et il se redirige vers une société de géophysique de Houston.
Et c'est ici qu'il va approfondir ses connaissances en ondes sonores. Ce moment-là de sa carrière sera déterminant, vous le verrez, pour son avenir. Alors à cette époque, avoir une radio, c'est un luxe, car nous ne sommes qu'au début du transistor radio maison. Pouvoir écouter une émission radio depuis son canapé, c'est donc quelque chose de très nouveau. Eh bien, la famille Klipsch va se payer ce luxe, et donc elle va s'offrir une radio. Faut dire que Paul est fasciné par cette nouvelle technologie. Malheureusement, le transistor installé à la maison, Paul est déçu par la qualité du son qui en sort. Il trouve franchement que le rendu sonore ne fait pas honneur à la musique. D'autant que Paul est un grand amoureux des voix féminines de l'époque. Il veut donc pouvoir retrouver l'émotion du live et de ses voix chez lui. Un jour, Paul et Eva Bell sont invités à une conférence. Cette conférence, elle est organisée par la compagnie Bell Labs, réputée pour ses travaux en lien avec la téléphonie notamment. Il est prévu qu'on parle du fonctionnement du son lors de cette conférence. Paul est alors emballé par le sujet. Et je peux vous dire que cette conférence va lui donner des idées pour la suite. À ce moment-là, le couple Klipsch est en plein aménagement de la maison. Il prépare une pièce à l'arrière du domicile, pièce qui devrait servir à travailler direct à la maison. Un bureau, quoi. Et c'est dans ce bureau que Paul va faire ses premières créations en lien avec le son. Tout d'abord, Paul réalise son premier woofer, une enceinte pour les basses fréquences. Puis il enchaîne en travaillant sur un objet qui sera un pavillon en carton. Un pavillon, c'est une structure en forme d'entonnoir qui est placée devant un haut-parleur pour amplifier et mieux diriger le son en augmentant son efficacité sans avoir besoin de plus de puissance électrique. Puis Paul et Eva se mettent tous deux à dessiner les plans d'enceinte pour essayer de trouver à quoi elle pourrait ressembler esthétiquement. Alors, ils se mettent à lire de nombreux ouvrages sur l'acoustique. Ils font ensuite appel à un menuisier pour travailler le bois. Et ils demandent à ce dernier de faire des tests sur toutes sortes de bois, histoire de trouver le bois le plus adapté. Cette époque, je peux vous dire qu'elle est palpitante pour Paul Klipsch. À la fin des années 30, la Seconde Guerre mondiale est là. Et Paul se retrouve donc dans l'armée américaine à ce moment. Et il est basé dans une ville qui sera plus tard importante pour lui, puisqu'il s'agit de Hope, dans l'Arkansas. C'est donc là-bas, pendant son service, à partir de 1940, que Paul va développer de manière plus professionnelle ses fameux pavillons pour obtenir un rendu sonore complet. Il met alors un pavillon replié, un ingénieux système où le son, au lieu de sortir directement du haut-parleur, circule à travers un conduit en forme d'entonnoir à l'intérieur même de l'enceinte. Ce pavillon permet d'amplifier naturellement le signal sans ajouter de puissance électrique, tout en dirigeant mieux les ondes sonores. Paul vient en fait de poser les bases de la philosophie des enceintes Klipsch. High efficiency with low distortion. Comprenez, efficacité élevée et faible distorsion. Paul va travailler sur ce projet d'enceinte jusqu'en 1945. Et cette année-là, c'est la consécration, car il obtient le brevet pour la création de ce système d'enceinte nommé la Klipschorn. Un an plus tard, Paul fonde la société Klipsch & Associates. C'est décidément une grande année pour lui, puisque c'est cette même année qu'il commercialise officiellement la mythique Klipschorn, qui, aujourd'hui encore, reste son enceinte la plus populaire. En parallèle, Paul va s'inspirer du cinéma, car il a remarqué que dans les salles de ciné, il y avait toujours plusieurs enceintes qui donnaient au final un son plus précis, plus volumineux. Alors, Paul veut avoir ce même rendu, mais dans les maisons. Il va donc commencer à travailler sur un système qui fonctionne avec non pas une enceinte, mais plusieurs enceintes. Et c'est ainsi que les prémices du surround à la maison arrivent et que le son multicanal à domicile va naître. On pourrait même parler de la naissance du home cinéma. Les résultats qualitatifs de ces inventions sont bel et bien là. Et les récompenses honorifiques commencent à arriver. Paul fait d'ailleurs lui-même les démonstrations de ces enceintes à travers le pays. D'ailleurs, est-ce que vous savez comment il fait pour se déplacer d'un bout à l'autre du pays à l'époque avec son matériel ? Eh bien Paul, il utilise en fait son propre avion. Un avion qu'il pilote lui-même. Ouais. Paul, il adore l'aviation et il dira d'ailleurs à ce propos que l'aviation, c'est un de ses grands amours avec le son et avec sa femme, évidemment. Pas moins de 6 avions personnels et plus de 6000 heures de vol durant sa carrière d'aviateur.
Ouais, c'est pas mal. Au-delà de ses qualités professionnelles, Paul, il attire aussi par un autre trait de sa personnalité. C'est son excentricité. Tenez, je vous donne un exemple qui s'est passé dans les années 60. À ce moment-là, c'est Bob Merce, qui est le président de l'entreprise Klipsch. Jusqu'alors, Klipsch faisait appel au service d'une agence de publicité pour appuyer la notoriété de la marque. La collaboration avec cette agence est en place depuis de nombreuses années, mais Bob Merce veut du changement. Et il va donc décider d'installer une autre agence. Celle-ci est à Chicago. C'est une grande agence de pub, très connue, notamment parce qu'elle emploie un célèbre artiste renommé pour ses retouches de photos de jambon pour l'industrie de la viande de Chicago, ou bien encore pour ses dessins de lapins. Vous savez, les lapins qu'on voit sur le magazine Playboy. Sauf qu'un beau jour, cette agence publie un article qui mentionne les nouvelles enceintes d'une marque concurrente, les AR3A de chez Acoustic Research. Et Paul va bien sûr tomber sur cet article. En le lisant, je crois que Paul a failli s'étouffer. Paul rentre dans une grande colère, comme vous pouvez l'imaginer. Il se demande comment c'est possible qu'un concurrent soit ainsi mis en avant par sa propre agence de pub. Il est écrit noir sur blanc que ces enceintes sont, je cite, « une nouvelle avancée majeure ». À la lecture de ces lignes, Paul jette son magazine en l'air en criant « Bullshit !» De l'eau a coulé sous les ponts. Nous sommes quelques années plus tard. Et l'entreprise Klipsch décide de faire une grande photo d'équipe. Tous les employés sont donc là. Et ce jour-là, ils sont tous habillés de la même manière. Ils portent, en fait, un même t-shirt jaune. Mais ce n'est pas ça qu'il faut retenir, non. Zoomez plutôt sur ce qui est écrit sur ce t-shirt. Oui, vous voyez bien ce qui est marqué. Il est inscrit en lettres capitales « Bullshit ». Je peux vous dire que tout le monde est hilar en portant ce t-shirt. Enfin, pas vraiment tout le monde, hein. Bob Merce, celui qui avait embauché l'agence à l'origine de cet article sur un concurrent, lui, je peux vous dire qu'il n'est pas fan de la boutade. Et naturellement, il ne va pas vouloir être pris de face sur la photo. Quant à Paul, ce jour-là, il a choisi de porter son manteau habituel. Un manteau dans lequel il a fait annoter l'inscription suivante « Bullshit ». Un bullshit qui est donc resté dans les annales. C'est même une des signatures officielles de la marque. Big Sound, no bullshit. Les décennies suivantes seront tout aussi belles pour Paul et sa compagnie. Grâce à ses innovations en conception d'enceintes et ses travaux sur la distorsion du son, Paul va recevoir la prestigieuse médaille d'argent de l'Audio Engineering Society. Nous sommes en 1978. 5 ans plus tard, Paul est intronisé à l'Audio Hall of Fame. Et en 1997, c'est au Engineering and Science Hall of Fame, qui récompense les ingénieurs et scientifiques américains, que le travail de Paul va être salué. Alors, d'autres grands noms sont passés par là. Je vous donne l'exemple d'Alexander Graham Bell, connu pour l'invention du téléphone. On a d'ailleurs fait un épisode de La Petite Histoire sur lui il y a quelque temps. Le nom de Paul Klipsch va également se retrouver aux côtés de pointures telles que Thomas Edison, inventeur et entrepreneur américain connu pour avoir mis au point le phonographe, perfectionné l'ampoule électrique et fondé l'une des premières compagnies d'électricité, rien que ça. Il y a également George Washington Carter, célèbre pour ses recherches sur les arachides et ses innovations agricoles qui ont aidé les fermiers du sud des États-Unis à diversifier leur culture et restaurer leur sol. Cette distinction de l'Engineering and Science Hall of Fame a pour but d'honorer celles et ceux dont les contributions scientifiques et techniques ont considérablement amélioré la condition humaine. Et il faut bien dire que, via ces innovations, Paul Klipsch a grandement participé au développement et à la démocratisation de la hi-fi à domicile, mais aussi au home cinéma. L'une des ambitions de Paul était de faire ressentir la puissance du son depuis un canapé maison, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'avec ces technologies audio, Paul est arrivé à un résultat incroyable, permettant d'obtenir un rendu d'une précision folle grâce à une très faible distorsion. On l'entend par exemple sur les sons très aigus, qui sont d'une très grande netteté, ou encore dans les basses, qui, elles, sont puissantes et solides. L'ultime projet sur lequel Paul Klipsch va travailler sera la Klipsch Jubilee. C'est Paul lui-même qui va dessiner cette enceinte. Malheureusement, il n'a pas eu le temps de terminer ce projet et c'est l'ingénieur Roy Delgado
et ses équipes qui ont terminé son travail et qui ont donné vie à cette enceinte pour les 75 ans de la marque. Il en résulte une enceinte hors norme de plus de 185 kg, dont tous les haut-parleurs sont chargés dans des pavillons acoustiques. Alors au total, la carrière de Paul aura duré plus de 50 ans. 23 brevets auront été déposés par la marque et de nombreuses récompenses auront été obtenues. Paul Klipsch est décédé en 2002, à l'âge de 98 ans, laissant derrière lui la grande marque qu'il a fondée. Et aujourd'hui, cette marque, Klipsch, elle continue de fabriquer et d'innover. Une grande partie de sa gamme d'enceintes est réalisée à la main, aux États-Unis, dans une usine de la ville de Hope, dans l'Arkansas. On a la série Pro Cinéma, une gamme dédiée au cinéma du monde entier. Les enceintes de la gamme Héritage, qui sont des évolutions des premières enceintes de la marque, parmi elles la Klipschorn, la Scala, la Cornwall, la Forte, ainsi que la Heresy. Quant à la pièce maîtresse, la mythique Klipschorn, dont on a parlé, eh bien elle est la seule enceinte au monde construite en continu depuis 1946. Et la marque vient de sortir la 7e génération de cette enceinte. Alors aujourd'hui, Klipsch dispose d'un centre dédié à la recherche et au développement à Indianapolis, centre dans lequel de nombreux ingénieurs travaillent au quotidien pour toujours améliorer le rendu sonore. La marque s'est aussi diversifiée puisqu'elle propose encore des enceintes hi-fi et des enceintes pour le cinéma, mais on retrouve aussi désormais des enceintes connectées Bluetooth pour écouter de la musique partout ou encore des barres de son pour du cinéma maison ainsi que des enceintes extérieures pour le jardin. Alors vous avez bien compris que Paul Wilbur Klipsch a été un ingénieur un peu excentrique, un génie anticonformiste, mais surtout, Paul Klipsch a été un vrai passionné du son. Et il a réussi à transmettre au plus grand nombre sa philosophie et son amour pour la musique, le cinéma et l'audio de haute qualité. Et si vous avez envie de voir à quoi ressemble la marque Klipsch aujourd'hui, le youtubeur Pepe Garcia a fait une super vidéo. C'était il y a quelques années, je vous recommande d'aller la voir, elle est vraiment très intéressante, elle est notamment sur YouTube. Merci d'avoir écouté cette petite histoire autour de Paul Wilbur Klipsch et sa marque d'enceinte. Et vous, est-ce que vous avez du matériel Klipsch chez vous ? Dites-le nous en commentaire, on attend vos messages. En tout cas, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, le commenter. Et nous, on remercie une nouvelle fois la marque Klipsch pour leur confiance, pour cette collaboration. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Salut. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast ? Contact @lafabriqueaudio.com